Salut Internet, Bascar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Linda Simonet et Eric Loridan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, comment Bonjour. on vous présente Linda? Linda, tu es avocate, tu te spécialises en ce moment dans la défense du personnel médical maltraité pendant la crise Covid, on peut dire ça? Oui, absolument. J'ai rejoint le collectif d'avocats qui s'appelle les 300 et qui ont décidé de défendre le personnel soignant qui avait été maltraité pendant la crise du Covid. Et Eric, donc vous êtes chirurgien, enfin, entre autres, et puis donc vous avez été, comment est-ce qu'on pourrait dire, plutôt violemment pris à partie durant cette crise. Je vous laisse peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui, déjà on peut se tutoyer, je suis tout seul dans mes baskets. Ouais. Et puis ensuite, oui, effectivement, dès le départ, avec cette crise qui nous est tombée dessus en 2020, je me suis élevé, notamment concernant ma partie, qui est celle du masque, où on voulait imposer le masque à tout le monde, y compris les enfants, les vieillards dans les rues, etc., avec des choses absolument aberrantes que j'ai vues, Hum. alors que cet ustensile n'avait strictement rien d'autre à faire que de rester dans des zones très spécifiques qui sont notamment les blocs opératoires. Et encore, j'ai découvert pendant cette crise Covid, moi qui suis qui était un allopathe pur, j'ai découvert pendant cette crise Covid que même au bloc opératoire, les masques ne servaient à rien pour empêcher les infections. Alors si ça sert à rien au bloc opératoire dans des milieux très particuliers, je vois pas pourquoi ça pourrait être utile dans les rues pour la vieille mamie qui va monter la grande rue de Boulogne-sur-Mer, là où j'habite, avec son sac de cabas, avec son cabas des courses au marché, avec son masque sous le nez, où elle suffoque, etc. Ça n'a aucun sens de faire subir ce genre de choses à nos vieux, aucun sens de faire subir à nos enfants. Et pourquoi est-ce qu'on veut absolument nous imposer ce genre de truc? Et j'ai profité de ce premier confinement qu'on a eu au mois de mars 2021, 2020, pour me dire, mais en fait, j'ai plus de boulot, j'ai plus le droit d'aller au bloc opératoire, les blocs sont fermés. J'avais qu'une seule opportunité, c'était de faire la bibliographie, de faire la bibliographie sur le port du masque. Je suis pas certain qu'il y ait un chirurgien, même un médecin qui ait fait ça en France tel que je l'ai fait. Ça m'a amené à la conclusion, puisque j'ai remonté des études jusqu'à 1975, que le masque était absolument inutile pour empêcher une infection respiratoire, y compris au bloc opératoire où ça ne devait pas faire preuve de son efficacité. Donc c'était ce qu'on appelle de l'evidence-based medicine. J'ai Alors, découvert à ce moment-là et quand je l'ai publié sur les réseaux sociaux, je me suis fait harponner non seulement par l'administration de l'hôpital, mais ensuite par le conseil de l'ordre des médecins et puis tout ce qui qui s'est vous a ensuite derrière. interdit de pratiquer la médecine pendant 3 mois, c'est bien ça? Ah ben non, on m'a pas interdit, c'est simplement que on ne pouvait plus opérer. Donc ce qui veut dire que j'arrivais le matin au travail, j'avais rien à faire d'autre que de m'enfermer dans le bureau et d'attendre que les choses se passent jusqu'à partir le soir. Ok. Donc, quand c'est comme ça, si on me laisse avec un ordinateur, moi, je fais la bibliographie, hein. Moi, j'ai étudié des trucs, donc c'est Mais là que je me suis intéressé à la chose. justement, moi, bon, ça c'est votre spécialité, c'est pas la mienne. Moi, j'ai juste regardé une méta-analyse Cochrane qui était sortie là dans l'année, justement, effectivement, qui allait plutôt dans le sens de ce que vous dites et qui, à la rigueur, disait oui, il y a peut-être quelques petits biais, mais enfin, en gros, et en clair, au minimum, ça se discute. Or, vous, visiblement, enfin, il n'était pas question de ne serait-ce que de pouvoir mettre en avant le point de vue que vous nous dites là, enfin, que tu nous dis là, pardon. Visiblement, c'était un débat qui était interdit dans l'espace public et dont tu as fait les frais, en fait. Ben, exactement. C'était hors de question, à la fois pour mes collègues, mais aussi et surtout pour l'administration des hôpitaux, de remettre en cause la doxode gouvernementale. Et il suffisait d'avoir une voix discordante pour se faire tirer dessus. Hein, j'ai pas d'autre mot, se faire tirer dessus, notamment par les collègues, parce on commençait à dire des choses qui étaient difficilement entendables quand on a envie de respecter son statut social et qu'on n'a pas envie que quelqu'un lui marche dessus. Il faut quand même reconnaître que à la fois les administratifs et le personnel médical, c'est d'abord leur confort social qui vise. Et s'il est remis en cause par un médecin, là, ça va plus, quoi. J'en ai fait effectivement les frais. Donc, on avait vraiment une espèce de preuve concrète que les usages socioculturels et la dominance éthologique passaient avant la réalité scientifique, quelque part, au final.
Ah mais clairement, clairement, complètement. Là, j'ai pris une douche froide parce que j'imaginais même pas que c'était comme ça. La première vidéo que j'avais faite sur le port du masque, je m'étais faite sur Facebook. C'était une toute première, c'est même la toute première que j'ai faite de toute ma vie. Je me suis, j'étais persuadé que cette vidéo allait juste faire plaisir à quelques amis, la famille. Et en fait, elle a fait le tour de la planète. Et j'ai été sidéré par son succès, mais à tel point que ça a été repris jusqu'au Québec et dans tous les endroits francophones. Ben, il y a au moins un chirurgien qui ose dire les choses. Mais autant ça faisait plaisir à l'étranger et puis quelques personnes autour de moi, autant à l'hôpital, ça m'a valu des foudres de l'administration. À tel point que j'étais convoqué immédiatement par le directeur de l'établissement avec le président de CMU à l'époque, de commission médicale d'établissement. Et ça a été tout de suite la décision d'envoyer un blâme au Centre national de gestion, de faire voter un blâme plutôt par la commission médicale d'établissement, Alors, et puis de le faire valider par le Centre national de gestion. Et ensuite, c'est en suivi également une dénonciation par un collègue de l'hôpital que j'avais jamais vu, que je connais pas, qui a dû se barrer depuis, et puis honnêtement, je l'emmerde. J'espère qu'il s'est réveillé, le pauvre, mais j'en doute. Et qui m'a dénoncé au Conseil national de l'ordre des médecins. Donc le docteur Patrick Bouet, qui était président à l'époque du Conseil national, a ensuite fait descendre au Conseil départemental. J'ai été convoqué le 9 juillet 2021 pour me justifier de ma vidéo sur le port du masque et d'une autre vidéo sur la dictature sanitaire qui s'installait. Retenez bien cette date, hein, c'était le 9 juillet 2021 et le 12, Macron faisait son allocution pour dire que il allait suspendre tous les soignants qui allaient refuser de se faire vacciner. alors, Euh, pendant le même temps, là, il y a Donald Trump aux États-Unis qui annonce qu'il va payer rétroactivement tous les salaires qui n'ont pas été versés pendant cette période avec les excuses officielles du gouvernement. A priori, en France, on en est encore très très loin, malgré les évidences scientifiques qui sortent par paquet de 40 là en ce moment. Tu vois quelque pour le, chose venir ou? non, non, je vois rien venir au niveau des autorités. Pour le moment, en France, on est complètement dans le déni. J'en discutais justement avec des collègues ce soir. On est assez sidérés du déni de nos collègues médecins. Ils ne veulent absolument pas et ne veulent plus savoir ce qui s'est passé, même quitte à, à faire l'impasse sur les effets secondaires qu'ils ont subis concernant les vaccinations. En tout cas, pour eux, le, le fait d'avoir eu des soignants qui ont été suspendus, il faut quand même se rendre compte de la violence que ça a été. Un soignant suspendu, c'est t'as pas de boulot, t'as pas de salaire, tu sais pas jusque quand, t'as pas de chômage, pas de RSA, t'as même pas d'indemnité de licenciement et t'as même pas le droit de bosser. Parce que si quand t'es dans la fonction publique, ton contrat il est suspendu, mais il existe encore, tu peux pas avoir un deuxième contrat. Il n'y a pas de cumul. Là, il n'y a pas longtemps, Bayrou a validé le cumul des mandats pour les hommes politiques. Ça n'existe pas pour les gens qui sont dans la fonction publique. Tu es à 100%, et ben, tu fais rien d'autre. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour les soignants qui ont été suspendus. C'est le contrat, il existe encore, donc tu peux pas bosser. Donc tu peux crever la gueule ouverte. Et tout le monde s'en fout. Et beaucoup de médecins et de soignants ne sont même pas au courant que quelques-uns de leurs collègues ont subi et ont vécu ça. Il y en a encore qui nous regardent avec des yeux en ronflant en disant mais, ah bon, ça c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est incroyable. C'est des gens qui ont accepté leur deuxième puis leur troisième dose. Certains qui ont fait leur quatrième, Dieu merci, pas beaucoup, mais qui n'étaient même pas au courant de cette violence qui a été réalisée contre leurs semblables. Linda, toi qui as défendu un certain nombre de médecins, tu as vu des cas ou des choses que tu aimerais nous partager peut-être? Oui, donc comme le docteur Loridan, j'ai défendu des médecins qui avaient été poursuivis pour non-port du masque, qui ont été poursuivis pour avoir proposé des traitements alternatifs comme l'ivermectine qui est utilisé depuis 50 ans et donc qui a fait ses preuves. Et alors qu'on était en présence d'un vaccin qui était plutôt qualifié de médicament par Delfrécy lui-même, qui était en cours d'expérimentation. On a des médecins qui ont été poursuivis. Alors parfois les griefs sont cumulés, hein, même souvent. Ils ont été poursuivis pour absence de participation à la politique de sanitaire.
On les a poursuivis également pour avoir eu des propos contraires à la politique sanitaire. Donc il y a pour moi une véritable chasse aux sorcières parce qu'effectivement et ce qui m'a effrayé c'est que en plus il y a une chasse aux sorcières parce qu'il y a eu des dénonciations de confrères. Les ARS et les CPAM n'ont pas hésité à faire des témoignages anonymes dans certaines procédures, ce qui a été quand même ce qui est assez invraisemblable, hein, puisque quand même en France le Mais respect des droits de l'homme fait qu'il doit y avoir du contradictoire. Donc donc, comme d'habitude, quand l'État s'occupe de la religion, ça fait de l'inquisition, etc. Quand l'État s'occupe de l'économie, ça fait ce qu'on est en train de vivre. Et quand l'État s'occupe de la santé, ça donne ce genre de tribunal. J'avais vu, Eric, que au final, l'ordre des médecins, donc, t'avait empêché pendant 3 mois tu t'avais été condamné à 3 mois d'interdiction. C'est ça. Et C'est c'est, ça. J'ai été condamné à 3 mois d'interdiction d'exercer au Conseil régional de Lille. C'était un passage le 2 décembre 2022, donc le verdict fin janvier 2023. Ceci étant, j'étais avec maître Jean-Pierre Joseph, qui était mon avocat. Il est toujours d'ailleurs. Et on a décidé de faire appel de cette décision. d'accord. Alors, 3 mois, il a estimé que c'était pas très lourd, mais il était hors de question que je me laisse faire. Et finalement, même si ça avait été 3 jours, j'aurais dit non, je peux pas être condamné pour avoir dit la vérité. On peut pas laisser passer ce genre de choses. Donc, je suis pas encore passé en appel. D'accord. J'attends ma date pour passer en appel à Lille, à Paris, pardon. L'appel étant suspensif, les 3 mois d'interdiction d'exercer n'ont pas eu lieu. Et j'ai pu travailler, j'ai pu faire des remplacements, parce que maintenant c'est ce que je fais. Hein. Mon poste à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, où j'ai exercé depuis 18 ans, a été occupé. Hein, ils ont le droit. Hein. Au bout de 6 mois de mise en disponibilité, ils ont le droit. Il y a 6 mois et un jour, ils ont mis quelqu'un. Donc ils ont respecté la loi. Mais ça ne m'empêche pas maintenant de faire des remplacements depuis le décret signé par François Braun et qui a pris application en mai 2023. Donc je fais des remplats de partout en France là où on a besoin. J'attends toujours ma date pour passer en appel et j'entends bien que ce jour-là, ça sera pas mon procès, ça sera le procès du Conseil de l'ordre et de tous leurs manquements. Parce qu'ils n'ont pas respecté leur lettre de mission. Si vous allez sur le site du Conseil de l'ordre, que ce soit régional, départemental ou national, vous cliquez sur l'onglet Nos missions, qui est un petit peu en haut sur la droite, et il est noté que l'ordre des médecins, qui est un organisme privé à but ayant une fonction publique, est en charge de l'indépendance de la profession médicale vis-à-vis, entre autres, des instances de l'État. Et force est de reconnaître que ça n'est pas fait. Donc, on paye 340 € par an pour se faire taper sur la gueule et se faire mettre le petit doigt sur la couture du pantalon parce que ces gens ne sont pas capables de remplir leur mission. Donc, je ne sais pas de quelle manière je vais le tourner. Là, je reste toujours un petit peu en colère, mais je vais bien leur faire sentir qu'ils n'ont pas respecté ils n'ont pas fait leur job. Ils n'ont pas fait le boulot. Ils se sont simplement contentés de faire obéir tous les médecins à ce que décidait le gouvernement. Donc c'est non négociable. On va pas pouvoir accepter ça. Et Linda, j'imagine que toi aussi, c'est quelque chose de généralisé, ce genre d'attitude de l'ARS, etc., et des différentes officines gouvernementales, ou est-ce que tu vois de la variété dans les différentes affaires que tu traites? non, malheureusement, il y a un fil conducteur qui est que les dossiers sont pas du tout jugés in concreto, comme on dit en droit, c'est-à-dire en fonction de chaque espèce. On se demande d'ailleurs si vraiment les dossiers sont vus parce que les médecins avec les avocats et pas seulement moi, mais tous les avocats qui défendent ont fait un travail vraiment important d'apporter une littérature scientifique internationale de qualité pour montrer vraiment que il y a matière à se poser des questions, à discuter, qu'il ne peut pas y avoir de consensus comme on le prétend. Et malgré tout, il y a des sanctions qui sont très lourdes. Donc le docteur Loridan, il faut savoir qu'en faisant cet appel, prend un risque de se voir condamné à des peines plus lourdes, hein, parce qu'on l'a vu pour le docteur Raoult, il s'est quand même, sa peine a été alourdie en appel. Oui, parce que Euh, entre le tribunal classique et l'appel, c'est quoi? C'est on double les peines? C'est comment ça se passe? Alors pas forcément. Il peut y avoir, la décision peut être complètement infirmée.
Malheureusement, ça n'a jamais été le cas dans les dossiers qu'on a eus et ils peuvent généralement ils confirment les sanctions qui sont extrêmement lourdes parce que pour une juridiction qui est hybride, elle est à la fois administrative et privée, on a des condamnations aussi fortes qu'au pénal. On se retrouve avec des médecins qui n'ont aucun antécédent judiciaire et qui sont condamnés. Moi, la moyenne, c'est 6 mois avec 3 mois de sursis. De Donc prison, il y a du sursis, non, mais de prison ou d'interdiction de travail pas de prison, mais d'interdiction de gérer. Mais quand vous avez quand même un cabinet, vous faites vivre une famille, vous avez des crédits, ils sont quand même interdits. Ils sont signalés quand même au niveau européen. Ils ont créé un registre européen. Donc évidemment, le médecin ne pourra pas s'inscrire dans un pays de l'Europe parce qu'il est fiché quand même au niveau européen pour ne plus pouvoir exercer. Donc, c'est des condamnations qui sont extrêmement lourdes, alors que ce sont quand même des gens qui n'ont aucun antécédent judiciaire. Donc, moi qui ai fait du pénal, j'ai été extrêmement surprise de la lourdeur des condamnations. Je trouve ça intéressant parce que par rapport à moi, ce que je raconte sur Hypnomachie, c'est l'omniprésence des entitélies étatiques, c'est-à-dire de comment la présence de l'État finit toujours par déclencher l'inverse de l'intention initiale. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un ordre des médecins qui est là pour s'assurer d'une certaine orthodoxie, voire de pureté illusoire des pratiques. Et que à la fin, ce sont justement les médecins qui font des recherches et essayent de fonder justement leurs actions sur la base d'études et de méta-analyses scientifiques qui se font tirer les cloches. Et donc, enfin, c'est une dérive, une déviation complète. Et ce serait pas si, enfin, c'est terrible parce que le pattern est récurrent, quoi. Dès que l'État touche quelque chose, c'est à peu près ce qui se passe dans tous les domaines, ou presque. Bon, et alors, Eric, comment tu vois les choses? Comment tu sens, entre guillemets, les choses arriver, là, en appel? Alors, je suis un peu surpris, et mon avocat et son assistante aussi, que j'ai pas été encore convoqué pour l'appel en national. Ça fera presque 2 ans. C'est très long. Et en fait, Maître Joseph a l'impression que au Conseil de l'ordre, il commence à sentir le vent tourner Oui. et que c'est pas forcément la bonne posture qu'ils ont eue. Et notamment avec les élections américaines, avec la nomination de Kennedy Jr. à la santé, ils sentent très bien que ça peut pas forcément tourner à leur avantage. Donc c'était aussi pour ça qu'ils laissent traîner les choses. Moi, honnêtement, ça m'arrange. Pendant ce temps-là, j'accumule mon indépendance financière. Et mais une chose est très claire, c'est que je ne leur laisserai rien passer parce que c'est aussi de leur intérêt. Si je me défends comme ça, si je me bats comme ça pour que le Conseil de l'ordre puisse reconnaître que je ne suis pas dans mes torts pour avoir fait tout ça, c'est aussi pour redorer un peu leur blason, parce que finalement, ils ont mauvaise presse auprès de la population en général et auprès des médecins en particulier. Donc, s'ils commencent, voyant le vent tourner, à prendre la défense des médecins, et ben c'est tout bénef aussi pour eux. Donc, il faut qu'ils se rendent compte que finalement, je leur rends service. C'est pas si ironique que ça, ce que je dis. Hein. Je Non, leur non, rends service. Ils possible. ont eu l'opportunité de blanchir Christian Perron et mon ami Laurent Montesino, à qui ils ont reconnu le droit d'avoir dit et d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Je leur donne une troisième possibilité et également de pouvoir le médiatiser, parce que malgré moi, je suis assez médiatisé, notamment grâce à TVADP et toutes mes émissions. Et ça peut leur rendre service. Parce que s'ils font pas ce genre de choses, s'ils se crispent sur leur position, vu l'opinion que les médecins ont en général de eux, qui est à la fois de la peur et de la colère, et vu la, la réputation qu'ils ont dans la population en général, moi je donne pas cher du Conseil de l'ordre. Bon, de toute façon, moi, je referai une vidéo, une grosse vidéo que je prépare depuis longtemps sur la médecine et comment est-ce que le système d'études médicales a énormément de liens avec le conditionnement sectaire, en fait. C'est à peu près les mêmes techniques qui sont utilisées pour assujettir et soumettre et à ce jour, j'ai pas vu un seul médecin qui m'a dit le contraire. Donc moi, j'ai pas fait médecine, hein, mais j'ai juste recueilli des tonnes et des tonnes de témoignages. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo tout à fait modeste, hein, mais avait simplement comme objet de présenter un petit peu ce qui t'arrive et d'aider. Peut-être, comment est-ce qu'on peut te soutenir, Eric? Est-ce qu'il y a des choses que des gens qui écouteraient ton histoire et qui se diraient, mais oui, c'est un scandale. Comment est-ce que l'audience peut te soutenir au besoin?
le jour où je suis convoqué au Conseil de l'Ordre, il faut faire circuler la date et il faut qu'il y ait du monde autour du Conseil national de l'Ordre. Il faut que la rue soit bloquée. C'est juste ce qu'il faut faire. C'était tout ça. Ok. J'ai rien besoin d'autre que d'un soutien massif de la population parce que c'est pour eux qu'on fait ça. C'est pas que pour nous. C'est pas que pour ma petite gueule. Sinon, moi, je serais rentré dans le rang et puis j'aurais rien dit à personne. C'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, c'est les générations futures. Et je trouve qu'il y a dans ce genre de mouvement, il n'y a pas suffisamment de jeunes. Donc ce jour-là, le jour où moi je suis convoqué, il faut diffuser la date, il faut venir avec gentillesse, avec bienveillance vis-à-vis des médecins du Conseil de l'Ordre. Il ne faut pas non plus les harceler, les harponner et les insulter, mais il faut venir montrer de quel côté est la justice et la vérité. C'est simplement de ça dont j'ai besoin, c'est d'avoir un soutien nombreux et massif à la fois sur les réseaux sociaux, puisque c'est aussi là que l'information se fait, mais aussi in real life devant le Conseil national de l'Ordre des médecins le jour où ça arrivera. Et croyez-moi que je vous ferai parvenir la date. Soyez en tout cas certains tous d'une chose, c'est que je suis déterminé, même s'il faut tout perdre, jusqu'à bouffer des limaces et des pissenlits jusqu'à la fin de mes jours, mais personne ne me fera taire. Bah écoute Eric, en tout cas, n'hésite pas à m'envoyer la date dès que tu l'as, par mail ou quoi, et je ferai suivre moi en espérant pouvoir contribuer, faire ma petite part du colibri à ce qui t'arrive. Voilà, tout Et simplement. je te confirme, Sébastien, ce que tu disais, c'est que la formation médicale, c'est du formatage. Après, avec du recul, je me rends compte on nous a bien conditionnés à être des bons petits Eichmann qui obéissent et qui s'arrangent pour que les trains arrivent à l'heure. Et quand j'ai commencé à réaliser ça, parce que moi j'ai une compétence en endoctrinement sectaire et psychologie de la soumission, etc. Tu vois, j'ai vu tellement de leviers, mais à côté, honnêtement, hein, les témoins de Jéhovah, c'était les enfants de cœur à côté de ce que j'ai vu en médecine. Donc, sauf que ça a le label officiel et bref, moi je pense qu'il y aura il faudrait quasiment tout reprendre à zéro là-dessus, mais enfin bon bref, je vais pas développer ça là parce on est limité par le temps, mais Linda, quelque chose à rajouter? Oui, ben, enchaîner sur ce que vient de dire le docteur Loridans, c'est effectivement les médecins qui se sont battus pour conserver leur liberté de prescrire. Évidemment, c'est important parce que un droit fondamental, mais au-delà de ça, il faut bien que les personnes, que les gens comprennent que c'est aussi la garantie pour nous de choisir notre traitement. C'est l'envers du décor, c'est qu'un médecin qui n'aurait plus la liberté de prescrire, ça veut dire aussi que de l'autre côté, le patient n'a plus la liberté de se soigner comme il le souhaite. Donc il faut vraiment que tout le monde soit concerné par la liberté de prescrire de son médecin et parce que ça nous concerne tous. Et beaucoup de gens comprennent pas que ça, c'est lié à un tabou en France. Le mot est connoté en France horriblement. Ça s'appelle le marché de la santé. Mais c'est important qu'il y ait une concurrence justement entre les médecins de sorte enfin une concurrence, pas une concurrence au niveau économique, c'est pas le propos, même si elle existera de fait, mais au moins une diversité dans les approches de sorte à ce que on ne soit pas sur une stratégie pure en termes de théorie des jeux, de théorie des systèmes. Les stratégies pures, il y a rien de moins robuste que ça. Il suffit que tout le monde prenne une mauvaise décision et l'humanité entière va droit dans le mur. Donc c'est très important cette pluralité dès qu'on a envie vraiment justement de permettre aux praticiens de pouvoir exprimer leur art en fait parce que la médecine Mais c'est ça qui est génial, c'est que cette crise Covid est obligée de nous faire remettre à plat tout ce qu'on pense, tout ce qu'on pensait savoir sur la médecine et sur la santé. exactement. On s'aperçoit que nous, les médecins, les allopathes, on est des spécialistes de la maladie. Mais en santé, on est des billes, on n'y connaît rien. Et finalement, on va être obligé de se former à la santé auprès d'autres personnes, auprès des gens qui font de la médecine chinoise, auprès des naturopathes, auprès des médecins ayurvédiques, auprès de différentes personnes qui ont d'autres cordes à leurs arcs que des simples médocs et des interventions chirurgicales ou des rayons qui abîment les gens. Parce que Ty Bollinger appelle le Big Three, le grand 3. Ty Bollinger, c'est un Américain, un bodybuilder américain qui a fait un bouquin étonnant sur le cancer que je vous conseille de lire. Il parlait du Big Three, c'est-à-dire la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, en expliquant qu'il y avait forcément, fatalement autre chose. Sinon, sinon on aurait déjà gagné la bataille contre le cancer. Et il va y avoir une émergence de ce tas de choses qui font qu'on va plus parler de médecine en général, on va parler de santé. C'est génial. Si tu n'imagines même pas en 4 ans tous les bons géants que j'ai fait en matière de connaissances de santé. Mais je suis comme un gamin qui a trouvé un nouveau jouet, mais je suis également comme une poule qui a trouvé une tronçonneuse.
il faut apprendre à s'en servir. Maintenant, il faut trouver le mode d'emploi. Et c'est quand on a mon âge maintenant, après 25 ans de médecine allopathique, c'est pas très simple, mais c'est passionnant. Et on va être obligé de faire ce grand bond, et c'est génial. Moi, en tant qu'observateur des mécanismes d'influence sociétaux, ce qui me frappe, c'est vraiment comment on passe d'une médecine basée sur un état agentique où les médecins suivent verticalement ce que dit l'ordre, où les patients suivent verticalement ce que disent les médecins, à quelque chose de l'ordre de l'auto-responsabilisation et de l'auto-actualisation de soi. C'est ça le paradigme pour moi qui est en train d'arriver là, mais ça arrive lentement et doucement, bref. Tout à Eric, fait. Et le dernier mot pour moi, en tout cas, ça va être celui-ci. Save the beef. Faites attention à votre bifidus, c'est-à-dire sauver votre microbiote intestinal. La merde, mais la vraie merde, les matières fécales, c'est la médecine de demain. Et croyez-moi, on a des projets en France avec des gens comme Sabine Azan, qui est médecin gastroentérologue en Californie, et avec Tiffany Passon, microbiologiste. On a des projets pour 2025 et pour l'avenir. On va mettre du monde dessus, et croyez-moi, ça va faire du bruit. très bien. N'hésite pas si tu as envie que je relaye en tout cas. Les amis, on lâche rien. Merci Eric, merci Linda. Et donc pour le reste, si cette vidéo t'a plu ou ne serait-ce qu'intéressé un petit peu comme d'habitude, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux. Salut Internet, salut à vous deux.